Alors comme ça, vous n'avez pas du tout suivi l'actualité du mois de septembre. Quel dommage. Heureusement, nous sommes là. Avec Rodrigue, on vous résume toute l'actu du mois, des élections présidentielles au Brésil au référendum en Ukraine, en passant par les revendications des droits des femmes en Iran, le décès de la reine Elisabeth II ou encore la déviation d'un astéroïde par la NASA. Un mois d'actu en 10 minutes, voilà le programme de ce nouveau numéro de la Rétro de l'actu. Bienvenue. La Rétro de l'actu par Rodrigue Bedin et Hugo Messager. Rodrigue est avec nous pour en parler. Salut Rodrigue. Salut Hugo, bonjour à toutes et à tous. Et on commence avec un point sur la guerre en Ukraine. Des référendums organisés par la Russie ont eu lieu fin septembre à propos de l'annexion de 4 territoires ukrainiens pro-russes, Rodrigue. Oui, et c'est pourrait-on dire un tournant dans la guerre en Ukraine et une journée historique sans doute pour la Russie. Le 30 septembre dernier, Vladimir Poutine a officialisé l'annexion de 4 régions d'Ukraine à la Russie, en présence des 4 dirigeants de ces territoires contrôlés tout ou en partie par Moscou. Des annexions qui font suite à des référendums, on met des guillemets sur ce mot, qui ont été organisés en Ukraine. Condamnation unanime peu après dans une déclaration des dirigeants des 27 pays de l'Union européenne qui rejettent l'annexion illégale de ces régions, accusant Moscou de mettre la sécurité mondiale en danger. Autre événement important de cette guerre, et ça s'est passé ce week-end, une importante explosion sur le pont de Crimée qui relie justement la Russie à la Crimée, région d'Ukraine annexée en 2014, pont inauguré en 2018, une explosion causée selon la Russie par un véhicule piégé qui a causé la mort de 3 personnes. Une question reste en suspens. De qui vient cette explosion? Quelqu'un de Russie? De l'Ukraine? Aucune véritable revendication de la part de Kiev, qui souhaite tout de même un bon anniversaire à Vladimir Poutine. Réplique ce dimanche matin par une frappe qui a visé la ville de Zaporijjia, causant la mort d'au moins 17 personnes. Le mois de septembre a été marqué par un événement que tout le monde prévoyait mais que tout le monde redoutait également. Ça ne vous aura pas échappé, le 8 septembre, London Bridge is down, la reine Elisabeth II est décédée. Une page se tourne pour les Anglais après plus de 70 ans de règne. Yes, London Bridge is down. Je vais rester en français pour le bien de tous. Effectivement, la reine Elisabeth II est décédée jeudi 8 septembre à 15h10 heure britannique à l'âge de 96 ans après 70 ans de règne. On savait son état de santé fragile depuis une hospitalisation fin octobre 2021. Depuis, la reine ne s'était pas rendue à plusieurs moments importants, notamment lors de son jubilé de platine en juin. Le 6 septembre dernier, elle recevait la nouvelle première ministre Liz Truss, après la démission de Boris Johnson, on en avait parlé. Le lendemain, elle avait annulé une réunion à la dernière minute, et à vrai dire, ce jeudi 8 septembre, il aura fallu un mot, un seul, pour laisser craindre le pire dans tout le Royaume-Uni et à travers le monde. Préoccupant, c'est le mot utilisé par les médecins de la reine à propos de son état de santé. Une information donnée à 12h30 heure locale, 2h30 avant son décès, mais 6h avant l'annonce officielle de celui-ci. La reine est morte, vive le roi, c'est comme ça au Royaume-Uni, et le roi c'est Charles, jusqu'ici prince de Galles, qui prend le nom de Charles III à 73 ans, et son fils William devient l'héritier du trône. Partons en Iran à présent, où les femmes luttent pour leur liberté 3 semaines après le décès de Mahsa Amini, 22 ans, un nom qui résonne encore dans la lutte pour les droits des femmes iraniennes. Oui, c'est le mardi 13 septembre que la jeune iranienne Mahsa Amini a été arrêtée à Téhéran pour port de vêtements inappropriés par la police des mœurs. La cause, son voile, qui laissait apercevoir des mèches de cheveux, une infraction au code vestimentaire en vigueur en Iran depuis la révolution islamique de 1979, qui impose aux femmes de couvrir leurs cheveux en portant un foulard. La police des mœurs, qui veille à l'application du port du voile musulman en Iran, a annoncé que la jeune femme recevrait, avec d'autres femmes arrêtées pour les mêmes raisons, des instructions sur les règles vestimentaires. Elle est décédée 3 jours plus tard, vendredi 16 septembre, à l'hôpital, à l'âge de 22 ans. D'après la police des mœurs, elle aurait eu un problème cardiaque lors de son arrestation et avait dû être conduite à l'hôpital. Une version que tous ne confirment pas. Pour certains, elle aurait reçu un coup à la tête qui lui aurait provoqué une fracture du crâne, accusant la police des mœurs de torture. En réaction, de nombreuses manifestations ont eu lieu dans le pays, où les femmes enlèvent leur voile. Sur les réseaux sociaux, des femmes se montrent en train de se couper les cheveux ou de brûler leur hijab en signe de protestation. Des réactions qui ne plaisent pas au gouvernement iranien, qui répondent avec une répression sanglante. Au moins 92 personnes seraient décédées et plus de 1000 auraient été arrêtées. L'accès à Internet a été en partie coupé dans le pays et les forces de l'ordre n'hésitent pas à tirer à balles réelles sur les manifestants. Ce mouvement, qui a démarré le 16 septembre, a des répercussions dans les autres pays du monde. En France, en Allemagne ou encore en Syrie, des manifestations ont également eu lieu pour les droits des femmes iraniennes.
Fin de mandat pour le président d'extrême droite brésilien Jair Bolsonaro qui se représente pour 4 ans de plus aux élections présidentielles. Face à lui, l'ancien président de gauche, Lula. Oui, Hugo, dimanche 2 octobre, 156 millions de Brésiliens étaient appelés à se rendre aux urnes pour élire leur nouveau président. Entre autres, 2 figures politiques brésiliennes se faisaient face. À gauche, Lula, de son vrai nom Luiz Inácio Lula da Silva, du Parti des Travailleurs, âgé de 77 ans et concourant pour son 3e mandat après 8 ans à la tête de l'État brésilien de 2003 à 2011. À droite, voire à l'extrême droite, Jair Bolsonaro, âgé de 67 ans, du Parti libéral, président sortant qui se représente pour un second mandat. Au pouvoir depuis 2018, Bolsonaro, le Trump des tropiques, comme il est surnommé à cause de ses nombreux mensonges et fake news, laisse derrière lui un Brésil en mauvais état. Il est notamment accusé pour sa gestion calamiteuse de la pandémie de Covid-19, où près de 700 000 personnes sont mortes, et pour la déforestation de l'Amazonie. Durant son mandat de 4 ans, la déforestation a augmenté de 75% par rapport à la dernière décennie. Aujourd'hui, 33 millions de Brésiliens, soit 15% de la population, sont en insécurité alimentaire. La faim n'avait jamais atteint un tel niveau depuis 1990. Ainsi, d'après les sondages, Lula a été favori pour cette élection et pouvait même la gagner dès le premier tour en remportant plus de 50% des voix. Jair Bolsonaro avait cependant prévenu que dans une telle situation, il ne reconnaîtrait pas les résultats. Et finalement, les votes ont été moins tranchés que ce qu'annonçaient les sondages. Lula finit bien premier, mais avec seulement 48% des voix, soit 5% de plus que le candidat d'extrême droite, avec 43% des suffrages exprimés. Un écart de 6 millions de votes qui ne permet pas à Lula de remporter l'élection dès le premier tour. Un second tour aura lieu le 30 octobre. Mais alors, pourquoi les sondages se sont-ils trompés à ce point ? Eh bien parce que cette élection est un sujet épineux pour bon nombre de Brésiliens. Une partie des électeurs n'aurait pas déclaré son vote clairement aux instituts de sondage. En effet, voter Bolsonaro n'est pas forcément très bien vu dans un pays où 7 habitants sur 10 ont peur de déclarer leur vote à ces instituts. Mais voter Lula n'est pas forcément tout rose non plus. Son parti, le Parti des Travailleurs, et certains membres de sa famille sont accusés de corruption. L'homme politique a d'ailleurs passé 580 jours en prison. L'écart prévu était donc plus large, d'autant plus que 30 millions de Brésiliens sur 156 millions ne se sont pas rendus aux urnes, alors que le vote est pourtant obligatoire dans le pays. Les débats n'avaient d'ailleurs pas été très cordiaux entre les deux candidats, Lula étant le plus grand voleur de l'histoire du Brésil selon Bolsonaro, qui serait lui responsable d'injustice et de souffrance dans le pays. Pour Lula. Allez, on prend de la hauteur, on quitte la Terre et on s'envole vers l'espace pour terminer cette rétro de l'actu avec une prouesse réalisée par la NASA. L'agence spatiale américaine a dévié pour la première fois un astéroïde grâce à sa sonde spatiale DART. Oui Hugo, ce sont des images extrêmement spectaculaires. Un vaisseau de la NASA s'est délibérément écrasé sur un astéroïde, oui, dans le but de dévier sa trajectoire. C'est une mission test inédite qui doit permettre à l'humanité d'apprendre à se protéger d'une potentielle menace future. Le vaisseau, qui est plus petit qu'une voiture, a foncé à une vitesse de plus de 20 000 km/h sur sa cible, qu'il a atteinte. Les équipes de la NASA ont explosé de joie au moment de la collision. Dimorphos, c'est le nom de l'astéroïde, fait environ 160 mètres de diamètre et ne représente aucun danger pour notre planète, rassurez-vous. Il est en réalité le satellite d'un plus gros astéroïde, Didymos, dont il faisait jusqu'ici le tour en 11h55. La NASA cherche en fait à réduire l'orbite de Dimorphos de 10 minutes, c'est-à-dire à le rapprocher de Didymos. Bon, c'est un peu complexe, mais cette mission de défense planétaire, c'est le terme de la NASA, est la première à tester une telle technique. Elle permet à la NASA de s'entraîner au cas où un astéroïde menace un jour de frapper la Terre et de la mettre en danger. Quant à la fusée Artemis, dont le décollage initial était prévu fin août, elle n'a toujours pas quitté le plancher des vaches. Rendez-vous en novembre pour une nouvelle tentative, peut-être. C'est ainsi que s'achève ce numéro de la rétro de l'actu. Merci de nous avoir écoutés, mais rassurez-vous, on revient très vite. Vous avez compris le principe. En attendant, férus d'actualité comme vous êtes, nous vous invitons à nous suivre sur nos différents réseaux sociaux. À tout moment, rendez-vous sur notre compte Twitter @ARInfo et sur notre site arinfo.fr. À l'écriture, au micro et au montage de ce numéro, Rodrigue Bedin. À l'écriture et au micro également, Hugo Messager. Vous pouvez nous retrouver sur notre compte Twitter @ar1-podcast et sur le site internet podcast.arinfo.fr pour écouter d'autres émissions. AR1 Podcast, écoutons le monde d'aujourd'hui et celui de demain.
Dimanche prochain à 10h, retrouvez le journal de Stephen Combe pour analyser l'actualité des derniers jours avec nos reportages, nos rubriques et magazines.